Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Nicolas Gassibi et je vais animer ce webinaire participatif. Webinaire intitulé Parc éolien en mer, atterrage et raccordement, contraintes et critères de choix. Ce webinaire, il s'inscrit dans un débat public qui s'intitule La mer en débat et il est organisé, ce débat, par la Commission nationale du débat public. Alors avant de passer justement la parole à la déléguée régionale de la Commission nationale du débat public, je vais faire une très brève introduction un peu sur la forme de ce webinaire. Tout d'abord, en vous rappelant, quelques conditions matérielles, d'échange pour ce webinaire. Donc vos micros, ils sont désactivés par défaut. Vous pourrez évidemment les rétablir lors des temps d'échange. Par contre, en permanence, vous pourrez utiliser le chat textuel en cliquant sur le bouton, donc chat ou discussion qui est en bas de votre fenêtre Zoom. Pour lever la main et nous indiquer que vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez cliquer par contre là sur l'onglet réaction puis lever la main. Et on vous invite également à vous renommer, donc par votre prénom, votre nom et éventuellement, si vous êtes là au nom d'un organisme, d'une association, d'une entreprise, de, nous l'indiquer. Vous l'avez vu, la rencontre, elle est enregistrée. La vidéo sera mise en ligne sur la chaîne YouTube du débat. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les personnes qui nous écouteront en rediffusion a posteriori. Enfin, en cas de difficulté technique, n'hésitez pas tout simplement à nous écrire par mail. Le mail s'affiche sur votre écran ou un petit message dans le chat textuel. Notre collègue Jean-Luc est là spécialement pour vous aider en cas de besoin. Voilà. Alors, les objectifs de ce webinaire participatif sont les suivants. Approfondir une thématique spécifique du débat public. Donc ici, l'éolien en mer et, on vous le cache pas, un petit focus quand même particulier sur les questions de raccordement et ce qui se passe finalement à terre quand on réfléchit à un projet de parc éolien en mer. Prendre connaissance du regard de différents acteurs sur le sujet, vous permettre de vous exprimer à l'oral ou à l'écrit, en plénière et durant des ateliers en sous-groupe. Alors ce webinaire, hein, c'est un webinaire parmi d'autres, c'est le cinquième sur 6 rendez-vous qui ont été organisés de la sorte. Et le prochain, pour information, se tiendra le jeudi 21 mars et il abordera les défis qui concernent la pêche. Le déroulé de notre webinaire du soir, donc un accueil, une introduction, on est en plein dedans d'une quinzaine de minutes, puis une première séquence de retour d'expérience sur les précédents débats publics qui ont eu lieu. Il faut savoir qu'il y a finalement une quinzaine de débats publics environ, je crois, qui ont abordé l'éolien en mer en France. Et donc, l'idée, c'est de ne pas repartir à zéro et de voir un peu quels enseignements on en tire. Puis, le cœur même de ce webinaire participatif, ça sera des discussions en sous-groupe. On vous proposera de choisir entre 2 sous-thématiques pour ce webinaire et puis on scindera, les participants en plusieurs groupes. L'idée, c'est de maximiser finalement votre temps de parole en faisant des plus petits groupes, pour, venir et ça sera le troisième temps, à une restitution collective et un nouveau temps d'échange, cette fois-ci en plénière pour, rebondir sur ce qui aura été dit en sous-groupe, approfondir ou évoquer même d'autres sujets. Et enfin, on se séparera, je vous l'ai dit, sur les coups environ de 20h30, mais bon, on ne s'interdit pas 5 petites minutes de rab. Les règles du jeu, elles sont, les mêmes, hein, que dans une réunion publique classique, en physique. Une écoute et un accueil respectueux de la parole, que ça soit l'égard, des intervenants de l'équipe d'animation, ou des autres participantes et participants. J'en profite pour vous dire, le but, hein, ce n'est pas de vous mettre d'accord, c'est plutôt de comprendre les logiques argumentaires de chacun et chacune. La deuxième règle du jeu, c'est de recueillir, enfin, c'est un objectif, hein, vos questions, vos avis, vos recommandations, dans le cadre de ce débat public. Le tout dans, un certain équilibre et un respect des temps de parole, ce qui n'est pas forcément, aisé, mais l'idée, c'est que la parole circule, quitte à prendre d'ailleurs plusieurs fois successivement la parole au cours de ce, webinaire. Et enfin, transparence et traçabilité des échanges, hein, je vous l'ai dit, la réunion, elle est enregistrée. Et on vous demande de dire qui vous êtes, par souci justement de transparence, sur le statut de chacun. Avant de passer la parole à, Karine Bess, déléguée régionale de la Commission nationale du débat public, je vous propose un rapide sondage Zoom. On va, faire s'afficher, je demande à ma collègue, Laurine de faire afficher le sondage pour savoir finalement qui est présent ce soir. Et vous allez comme ça répondre à 2 questions. La première, tout simplement, où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez, plutôt dans le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Île-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Vendée ou même dans un autre département, une autre région? C'est aussi possible, hein, puisque ce débat public, hein, il est aussi à une échelle nationale. Là, on est sur une des façades, hein, la façade Bretagne, Loire-Atlantique, mais vous pourriez, par curiosité, venir d'ailleurs.
On voit une répartition, assez équilibrée, hein. Dans quelques secondes, ma collègue va afficher les résultats, mais avec une surreprésentation de la Loire-Atlantique, un peu plus présente, aujourd'hui. Je laisse encore 5 petites secondes pour les dernières personnes, pour répondre à ce sondage qui doit s'afficher sur votre écran. Et sinon, je demande tout de suite à ma collègue Laurine d'afficher les résultats de ce sondage, pour que vous en ayez toutes et tous connaissance. Voilà. Évidemment, nous, de notre côté, on fait une petite capture d'écran de ce sondage pour, ensuite, en tenir compte, hein, dans ce qui sera dit, durant les échanges, et je demande à ma collègue Laurine de partager le deuxième sondage, pour faire connaissance. Cette fois-ci, on vous demande tout simplement à quel titre vous participez à ce webinaire participatif. Est-ce que c'est en tant que membre d'une association, en tant qu'élu ou représentant d'un élu, membre, d'une commission, maritime de façade, d'un conseil maritime de façade, pardon, en tant que pêcheur, conchyliculteur, acteur du tourisme, acteur industriel ou, tout simplement, simple citoyen ou citoyenne? Voilà, je vous laisse répondre tranquillement. Là, on approche de la trentaine de répondants, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, toutes et tous, à nous indiquer à quel titre vous participez. Normalement, le sondage, hein, s'affiche sur votre écran et je vois que ça ne bouge plus trop et donc je demande à ma collègue Laurine de partager les résultats de ce sondage. Que vous en ayez un aperçu. On voit que vous êtes nombreux, hein, à participer en tant qu'une vous êtes 6, hein, au titre d'une association. Il y a aussi des acteurs, industriels. À noter quand même, l'absence, d'acteurs du tourisme et évidemment, hein, vous êtes, la majorité, enfin les plus nombreux, pardon, à participer au titre de citoyens, citoyennes. Voilà et pour ceux qui ne se retrouvaient pas dans les différentes catégories, dans le chat textuel, n'hésitez pas finalement à nous dire à quel titre vous participiez à ce sondage. Voilà, merci de vous être prêté à ce jeu, introductif, à ce sondage introductif. Je vais passer maintenant la parole à Karine Besse, déléguée régionale de la Commission nationale du débat public et qui est membre de la commission, particulière de cette façade maritime du débat public, pour nous présenter les enjeux du débat et puis spécifiquement les enjeux de cet atelier. Karine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, c'est bon. On vous entend parfaitement, Karine. Parfait. Oui. Merci beaucoup. Oui, donc, comme le disait Nicolas, c'est un débat public qui a démarré donc le 20 novembre et qui se terminera le 26 avril et qui est organisé par la Commission nationale du débat public. Et donc, alors je le dis assez rapidement parce que je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà participé à un moment de ce débat avec nous. Mais donc, c'est une autorité administrative indépendante qui est saisie sur certains projets ou planification de politique publique, comme c'est le cas ici, et qui veille à la transparence, l'accessibilité, la complétude de l'information, qui met en place et organise les échanges pour recueillir la parole du public et puis la restituer. Donc, c'est une restitution qui se fera à mi-juin, puisque le débat termine mi-avril, on fera la restitution mi-juin, 2 mois après, et la restitution et la synthèse de la parole du public, à laquelle le maître d'ouvrage répondra dans ce qu'on appelle un peu de manière un peu barbare peut-être, hein, la reddition des comptes, mais donc avec cette importance de pouvoir avoir un retour du maître d'ouvrage qui est l'État sur les propositions faites par les participants au débat. Alors, ce débat, c'est un premier débat public aussi large sur la planification maritime. Donc, on a été saisi, c'est la CNDP qui a été saisie par 3 ministères et également le RTE, donc le réseau de transport d'électricité, qui va longuement prendre la parole ce soir pour vous expliquer toutes ces histoires de raccordement, justement, dont parlait Nicolas. Pour vous dire aussi que cette planification maritime, c'est finalement la planification de la mer, comment articuler l'ensemble des usages, des activités en mer, et tout cela avec cette priorité d'atteindre le bon état environnemental de la mer.
voilà, qui aujourd'hui, et le débat l'a montré, qui aujourd'hui est en difficulté, hein, en termes d'état des écosystèmes et de la qualité de l'eau. Donc voilà, comment articuler l'ensemble des usages des activités et atteindre ce bon état écologique de la mer. Alors je veux bien que tu repasses celle d'avant. Voilà, c'est un débat national qui se passe sur les 4 façades maritimes. Hein, donc on est là, nous, sur la façade Namo, organisé par une équipe de citoyens, accompagné par une équipe de salariés. Donc les citoyens, c'est les membres de la CPDP, Commission particulière du débat public. Et je veux bien du coup la suivante. Et donc cinq grands thèmes voilà, ont été repérés puisqu'on a fait une étude de contexte. Donc les rapports entre la mer, la terre aussi et la société. La mer et la terre, ça on l'a longuement étudié également. L'environnement, les questions de l'environnement, du climat, notamment du changement climatique, de l'état de la mer, de la biodiversité. L'éolien en mer et les énergies marines renouvelables. Donc, puisque c'est la proposition sur cette planification maritime, sur ces documents stratégiques de façade-ci, la proposition de l'État de mettre 45 gigawatts d'éoliennes en mer. Donc, c'est une proposition qui doit être discutée par le débat. Et donc ce soir, voilà, nous allons en discuter plus précisément sur tous les impacts et les critères de choix sur ces aspects-là. Les activités marines et littorales, maritimes et littorales, donc avec de très nombreuses activités qui existent aujourd'hui et qui sont parfois méconnues du grand public. Et puis la question de la gouvernance et de la participation du public, comment les décisions se prennent, qui participe à quelles instances autour de toutes ces questions maritimes. Voilà. Alors, le parcours, le débat est organisé donc au niveau national, transversal et sur chaque façade. Et donc, sur le parcours Bretagne-Pays de la Loire, nous avons des rencontres publiques assez larges donc avec 6 escales. Nous avons des ateliers en ligne comme ce soir pour approfondir, des débats mobiles, des ateliers fresques. Enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'on essaye d'aller un peu vers tous les types de publics en utilisant un petit peu diverses modalités pour aller à la rencontre de chacun et recueillir toujours la parole que l'on restituera. Et donc voilà, un petit peu là c'est les 6 escales principales, hein, donc je vous rappelle, et on le dira à la fin, l'escale de Lorient à venir. Voilà. Alors, le cadrage de l'atelier, donc pour nous, il nous semblait incontournable hein, dans cette série des webinaires, important de réaliser ce webinaire avec ce focus sur le raccordement, car mettre des éoliennes en mer, ça signifie bien sûr réaliser le raccordement au réseau électrique. Et donc, il ne faut pas oublier cette partie mer et terrestre et les impacts. Et donc, il y aura des choix à faire, des options à étudier sur ces aspects-là. Donc, aujourd'hui, si le choix est vraiment fait de partir sur le développement de l'éolien massif comme c'est proposé par l'État, deux questions majeures se posent finalement hein, dans cette thématique-là. C'est où situer les éoliennes en mer, sur quels critères se baser et quelles données existent aujourd'hui pour étudier ces critères, et puis où effectuer leur raccordement. Et donc, on voit bien que voilà, qu'est-ce qu'il faut analyser en premier? Est-ce qu'il faut d'abord situer les éoliennes et voir derrière où est-ce qu'on les raccorde? Mais aujourd'hui, donc, on n'a pas ces éoliennes, ces propositions pour situer les éoliennes ne sont pas faites. Donc, effectivement, on essaye de réfléchir ce soir sur le raccordement, voilà, et quelles sont les contraintes de ce raccordement. On va voir ce que peut nous apporter RTE sur ces questions-là. Alors, attendez, hop. Donc, le raccordement, sur les aspects vraiment de raccordement, qui sont fondamentalement reliés, comme je disais, à l'endroit où on va bien sûr implanter les parcs. Nous avons donc un grand retour d'expérience, hein, puisque donc la CNDP a organisé en tout 16 débats sur l'éolien, en tout cas 15 débats, et il y a eu une concertation. Et donc là, l'idée, c'était de faire un petit retour d'expérience. Donc, en fait, le raccordement, c'est d'abord la station en mer, puisque c'est là que les éoliennes viennent se relier. Et donc, la station en mer qui pose une limitation dans la distance à la côte, on va le voir. Et donc, avec cette importance de la visibilité des éoliennes et paysagères, c'est pas la seule problématique que posent les stations en mer ou les seules questions autour de ça, mais en tout cas, c'est une des questions majeures, nous semble-t-il, peut-être à étudier ce soir.
Les câbles sous-marins également, donc avec l'impact environnemental, les interactions avec les usages et les activités en mer, hein. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à pêcher? Comment? Comment? Il y a différents traitements de ces câbles suivant les types de sols aussi qu'ils vont traverser. Donc on va aussi pouvoir discuter de ça. Ce qu'on appelle l'atterrage, c'est vraiment la zone de liaison entre la terre et la mer. C'est un point crucial qui est très discuté en général, hein, sur les projets d'éoliennes, notamment sur Éolienne Bretagne Sud, hein. Ça a suscité de nombreuses questions sur le choix des zones. Est-ce qu'on va dans les zones urbanisées, dans les zones naturelles? Est-ce qu'on se donne le droit d'aller dans les zones protégées? C'est tout aussi quelle gouvernance et quelle transparence sur les choix qu'on va réaliser in fine, sachant que sur Éolienne Bretagne Sud, voilà, ça a été vraiment interrogé sur comment, à partir du débat public qui a eu lieu, où on s'est posé ces questions-là, comment derrière les décisions ont été prises sur la zone d'atterrage, notamment de l'éolienne Bretagne Sud. Voilà, donc ça va être intéressant aussi à regarder. Donc ça, c'est l'atterrage. Le raccordement jusqu'au réseau. Donc ça, c'est tout le cheminement à terre, en fait, hein, jusqu'au réseau. Et donc là, on croise aussi l'impact sur l'environnement, l'impact sur les activités humaines, notamment beaucoup les activités agricoles, hein, qui sont impactées. Il y a la question aussi des champs électromagnétiques qui est posée généralement dans le débat. Et puis, généralement, on voit aussi que RTE, au maximum, essaye, et c'est des décisions qui ont été prises aussi, hein, de passer sur les voiries, les réseaux déjà existants pour impacter le moins. Mais effectivement, il faut aller se raccorder jusqu'au réseau. Et puis, donc, ce fameux réseau pose aussi cette question-là du renforcement du réseau national, puisque aujourd'hui, il faut revoir ce réseau avec l'arrivée massive de nouvelles infrastructures productrices d'électricité, et notamment il y a ce schéma décennal de développement du réseau SDDR de RTE, donc qu'on attendait impatiemment, mais qui n'est pas encore sorti. C'est pour ça qu'on avait décalé ce séminaire, et donc là il n'est pas encore sorti aujourd'hui, mais en tout cas on va pouvoir l'aborder aussi ce soir, même si que partiellement. En tout cas, le choix finalement qui sera fait de où placer les éoliennes et du raccordement va impacter finalement ce schéma-là. Et donc, ce sera aussi des coûts supplémentaires à intégrer. Voilà. Puis cette question, bien sûr, cette question économique des coûts, combien ça coûte le raccordement, notamment dans le rapport de distance à la côte. Et puis aussi, un sujet important qui est ressorti, la provenance et disponibilité des matériaux pour les câbles, notamment au-delà des matériaux pour les éoliennes, ça on l'a déjà aussi vu. Voilà. Et puis peut-être en dernier lieu, cette question des interdépendances entre les deux choix à faire, hein, positionnement des parcs et choix d'un parcours de raccordement. Comment traiter cette question-là? Je mets un petit peu le focus là-dessus. Comment traiter cette question de la distance à la côte, essentielle à la question paysagère? Ce qu'on a pu voir sur les débats, hein, c'est que la question de la visibilité est ressortie à chaque fois, et est ressortie beaucoup plus fortement, par exemple sur Bretagne Sud, qu'on l'avait estimé, et même que l'État l'avait estimé. Et donc, rares sont ceux qui considèrent que la visibilité n'est pas un sujet. Et ce n'est pas que le fait des résidentiels dont le patrimoine est directement impacté, hein, c'est une question très large. Et donc, finalement, cette question de la distance possible à la Terre, et donc ces questions, des limitations qui sont posées par RTE, hein, sur les questions techniques, qui sont contestées, c'est 100 mètres de profondeur pour le poste de raccordement, notamment, qui va limiter finalement l'éloignement à la côte, et donc limiter l'absence de visibilité. Et puis, les questions des coûts, finalement, hein, parce que si plus on va loin, plus ça va coûter cher. Et donc, comment seront répartis les coûts, qui va payer ces potentiels surcoûts. Voilà un petit peu. Et puis, in fine, d'après les données actuelles et les propositions actuelles, donc comme on l'a vu, on n'a pas toutes les données, hein, et on n'a pas forcément, aujourd'hui, on n'a pas les propositions de positionnement des éoliennes par l'État. On n'a pas ce fameux schéma décennal de RTE. Donc, qu'est-ce que le débat peut apporter avec les éléments à notre connaissance? On a aussi, on l'a vu déjà, hein, des questionnements sur le manque de connaissances au niveau environnemental et au niveau des activités socio-économiques. Donc voilà, qu'est-ce que le débat peut apporter aujourd'hui, sur quoi le public peut se prononcer?
Voilà, donc j'en arrêterai là. Je voulais quand même bien recadrer ce débat-là. Et puis, merci d'avance à nos intervenants qui vont nous préciser voilà, un petit peu les choses que j'ai abordées très rapidement et qui vont rentrer dans le détail. Merci à tous. Et donc, comme je vous le présentais en introduction, effectivement, avant de vous donner la parole au sein des sous-groupes, une première séquence de retour d'expérience sur les précédents débats publics. Karine Besse parlait de 16 débats publics et concertations inclus. Qu'est-ce qu'on en tire? Quelles informations on dégage sur ces questions et notamment de raccordement? Karine, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est un autre membre de la commission particulière du débat public qui justement partage ces retours d'expérience. Est-ce que vous considérez que là, en introduction, vous avez déjà Je- partagé beaucoup voilà, tout à d'informations? fait. C'était compris, C'était compris c'était dedans. Eh bien, tout en super. ordre. Eh bien, je passe à ma petite slide suivante et je donne la parole du coup à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qu'on appelle plus familièrement l'ADREAL, Lucie Trula, Hélène Morin, une intervention à deux voix. Et C'est donc, ça. n'hésitez pas à activer vos caméras. Euh, Bonjour, donc Hélène Morin. J'ai commencé moi. Bonjour Madame Euh, Morin. bonjour, donc je vous laisse passer les slides, hein, c'est ça qu'on. C'est bon, voilà. Tout à fait. Donc bonjour, donc je suis à l'Adréal Pays de la Loire, moi, donc je suis chef de projet éolien en mer. Alors là, peut-être on revient, mais rapidement sur pourquoi. Donc pourquoi faire de l'éolien en mer? Donc c'est pour sortir des énergies fossiles, hein, puisqu'on est à 60% en fossiles aujourd'hui. Et à 2050, on veut donc avoir un bilan carbone nul entre les émissions de CO2 et les puits de carbone. Et donc pour cela, il faut donc réduire la consommation d'énergie, hein, on le voit là, de 40 à 50%, avec des leviers donc, qui sont la sobriété énergétique, mais aussi l'efficacité énergétique, et surtout produire une énergie décarbonée. Et on sait que nos deux leviers, ce sera donc d'une part le nucléaire, mais aussi une relance du nucléaire, mais aussi donc, le développement des énergies renouvelables, et notamment l'éolien en mer, qui est une énergie très compétitive, faible en CO2, et qui a encore plein d'autres avantages. Donc d'où le choix de l'éolien en mer. Peut-être la slide suivante, je ne vais pas m'attarder sur le pourquoi. Peut-être dire que du coup, donc sur la façade, on a déjà 4 parcs, soit en exploitation ou en cours de développement, ce qui va faire 2,2 gigawatts. Et dans la façade nord-atlantique Manche-Ouest, elle a des objectifs de développement de l'éolien en mer de 30 à 50% des objectifs nationaux, donc un développement ambitieux pour notre façade. Alors, un parc éolien en mer, donc je vais laisser RTE développer sur la partie raccordement. Juste pour dire, pour la partie parc, donc il y a 2 technologies, les éoliennes dites flottantes, qui sont donc sur un support flottant et qui sont, ce support flottant, il est ancré sur les fonds marins. Et puis autrement, l'éolien posé, donc là, on a une fondation qui est posée sur le fond marin. C'est les deux technologies existantes. Et donc, effectivement, il y a cette sous-station électrique, ce hub de raccordement dont RTE parlera tout à l'heure, donc qui a des limitations selon à des échéances de temps en termes technologiques. Alors, donc effectivement, comme a dit Madame Besse, donc pour la façade nord-atlantique Manche-Ouest, les cartes de zone propice de l'État ne sont pas encore publiques. Les services de l'État, ils travaillent d'arrache-pied, si j'ose dire, et donc elles vont sortir de manière imminente. Là-dessus, on peut le dire, mais malheureusement, on ne peut pas vous donner une date exacte, mais ça va être dans les prochains jours. Alors, il faut savoir que il y a donc ça n'enlève pas les critères techniques qui ont déjà été développés par ailleurs, mais donc qui donnent quand même la structuration des zones de manière générale. Donc les 5 critères techniques, donc tout d'abord la vitesse de vent. Donc peut-être passer à la slide suivante. Donc la vitesse moyenne de vent nécessaire à 180 mètres de hauteur, c'est ce qui est représenté ici, puisque c'est au niveau de la turbine. Il faut qu'elle soit supérieure à 8 mètres secondes, mais ce qui n'est pas limitant sur la façade nord-atlantique Manche-Ouest, puisqu'on a un régime de vent très favorable.
Alors ensuite, critère, c'est justement la profondeur de l'eau et justement les technologies associées. Donc là, on voit, 4 zonages. Donc les zonages, à 10 ans, ce seront, les zonages qui partent de la côte en, rose, jaune et on va dire bleu foncé, où là, on peut mettre, soit du posé, à jusqu'à 70 mètres de profondeur, soit on peut mettre du flottant, mais là, on est limité justement par la sous-station électrique qui ne peut être posée qu'à 100 mètres de profondeur et la dernière éolienne est à 20 kilomètres plus loin, donc c'est ce qui donne cette limitation du bleu foncé à 10 ans et donc par contre à 2050 où ce levier technologique de la sous-station électrique qui deviendra flottante est levé, on peut aller plus loin et donc on voit la zone, on va dire bleu clair qui, représente le potentiel à 2050. Heu, donc ensuite, donc c'est ma collègue, de Bretagne qui va développer à partir de cette partie-là. Je la laisse, Oui, donc le préciser. troisième critère technique, merci Hélène, c'est la distance minimale à la côte. La loi pour l'accélération pour la production des énergies renouvelables indique que les zones prioritaires à l'éolien en mer seront recherchées en priorité en zone économique exclusive. La zone économique exclusive, c'est la zone qui commence en fait à partir de la limite des 12 000 nautiques qui est matérialisée en rouge sur la carte. Ça correspond à peu près à 22 km de distance à la côte. Donc, en priorité, ça ne veut pas dire en exclusivité, et compte tenu de l'enseignement des premiers parcs, donc de Saint-Brieuc, Bretagne Sud, Saint-Nazaire et Yeux-Noirmoutier, l'État a fait le choix en fait de retenir à ce stade une distance minimale à la côte de 15 km qui est matérialisée par la bande grise. Donc, c'est 15 km à la côte et aux îles habitées. Le quatrième critère, si on peut passer à la diapositive suivante, est relatif à la navigation maritime. Donc, plusieurs couloirs de navigation, également appelés en fait dispositifs de séparation des trafics. Ce sont les polygones en fait en bleu marine qui se situent au nord, au droit de la côte des Casquets en Manche et au droit de Ouessant, donc sur notre façade. Donc ces dispositifs de séparation des trafics permettent de garantir évidemment la sécurité maritime et l'implantation des éoliennes y est impossible. Elle le sera également donc impossible dans une zone tampon de 10 000 nautiques, soit 18 km, recommandée par les préfectures maritimes, donc 18 000 nautiques depuis le trafic inter-DST et non, 10 000, hein, pardon, j'ai dit 18, mais c'est 10 000 nautiques et 18 km, donc 10 000 nautiques depuis les différents trafics. La carte, la diapositive suivante présente les activités de défense qui sont évidemment pour partie confidentielles et non soumises au débat public. Et celles-ci sont également incompatibles avec l'éolien, tel que présenté donc dans la fiche numéro 27 du dossier de maîtrise d'ouvrage. Donc en bleu apparaissent en fait les zones de défense compatibles avec l'éolien en mer et en blanc les zones de défense pour lesquelles en fait un examen au cas par cas sera réalisé par le secrétariat général à la mer pour décider de la possible implantation ou non d'un parc. Ensuite, donc là, on vient de vous présenter les 5 critères techniques qui permettent d'identifier les zones propices qui vont être soumises au débat. En plus de ces critères techniques, pour réfléchir à l'implantation des éoliennes, on prend également en compte en fait les enjeux plus finement en termes d'environnement et notamment en le lien avec les zones de protection fortes qui sont en fait les zones au sein des aires marines protégées qui verront en fait un renforcement et une limitation des pressions exercées sur les objectifs de conservation de l'environnement, qu'ils soient
liés aux habitats ou aux espèces. On évite également les parcs naturels marins et on prendra compte en fait l'ensemble des sensibilités environnementales des différentes composantes telles que la vie-faune, la mégafaune, les habitats évidemment benthiques, donc les fonds marins, et les poissons, les mollusques crustacés. En termes d'usage, évidemment, on va aussi rechercher la conciliation en fait, de l'éolien avec les différents usages, sous condition évidemment de préserver la sécurité maritime. Donc on le reverra pour les pêches notamment professionnelles. Sur le paysage et le patrimoine, comme on a pu le présenter lors du webinaire la semaine dernière, l'objectif, en fait, c'est bien à travers une étude qui sera aussi partagée prochainement, d'identifier les sensibilités. Alors d'abord, caractériser par un état des lieux les paysages de la façade, puis identifier les sensibilités de ce paysage à l'accueil, à l'implantation de ce nouveau mode de production énergétique renouvelable en mer. Et puis, nous aborderons également le raccordement, mais c'est un point qui sera développé par RTE. Là, vous avez pour mémoire en fait la cartographie des enjeux environnementaux d'intérêt pour la protection forte, les pastilles en fait noires et bleues identifie en fait les zones, alors noires plutôt, c'est les noires, pardon, et vertes, c'est les zones de protection forte existantes liées au premier cycle du document stratégique de façade, et en orange et bleu, ce sont les zones potentielles. En hachuré, vous avez en hachuré vert le parc naturel marin des Roises et le parc naturel marin des Pertuis charentais. Et en fait, dans les grands aplats un peu grisés, ce sont les zones Natura 2000 en mer. Vous avez également les espaces en fait environnementaux d'intérêt en fait européen qui figurent en jaune. Sur la diapositive suivante, vous avez l'extrait que vous pouvez retrouver sur Géolittoral, qui présente la spatialisation des activités de pêche pour les navires de plus de 12 mètres, donc équipés d'un système de traçage, un VMS. Vous avez donc à votre gauche en bleu le nombre de jours de mer pour les navires français et à votre droite en vert le nombre de jours de mer pour les navires étrangers. Donc ça, c'est une information qui permet de comprendre la pratique en fait des pêches au droit de notre façade, mais ça nécessite d'être complété par d'autres analyses puisque ça ne concerne que à peu près 70 à 80% de la flotte de notre façade, le restant étant des navires en fait de plus petite dimension, donc inférieure à 12 mètres, et les études qui seront portées par les comités régionaux des pêches nous permettront de recroiser en fait nos analyses spatiales. Le dernier sujet que je voulais aborder, donc c'était le paysage éolien en mer. Comme on l'a dit, donc l'objectif d'identifier les sensibilités paysagères, d'identifier surtout les questions d'ouverture de vue, puisqu'on a en fait une côte qui est très marquée en Bretagne Nord par une succession de caps et de baies, donc un enjeu en fait d'ouverture de vue et d'emprise sur l'horizon très très important, et une côte peut-être plus ouverte, plus sédimentaire au large des Pays de la Loire. Donc pas le même rapport finalement sur l'horizon à ces futurs parcs, avec évidemment la question de la concentration, de la dispersion des parcs. Mieux vaut-il se concentrer autour des premiers points que constituent les parcs installés, ou alors se disperser ou aller investir de nouveaux espaces. Ça sera aussi abordé dans l'étude. Et enfin, Madame Bess l'a évoqué, la distance d'éloignement à la côte et aux îles, avec le lien au coût du mégawattheure que pourra aussi rappeler comment RTE. Donc pour l'ensemble de ces thématiques que je viens d'évoquer, paysage, environnement, lien aux pêches, nous diffuserons courant mars des études, nous mettrons à disposition ces études pour continuer à enrichir le débat.
La diapositive suivante permet donc de vous rappeler que vous pouvez consulter sur le site La Mer en débat le dossier de maître d'ouvrage qui présente en fait l'ensemble des enjeux identifiés et vous invite aussi à aller consulter le visualiseur géolittoral développé avec le CEREMA qui vous permet en fait de superposer vous-même l'ensemble des critères techniques et un certain nombre d'enjeux thématiques. Et Merci voilà. beaucoup pour cette intervention. Avant de passer la parole à Monsieur Bourdon de RTE pour une présentation similaire des enjeux, je tiens à remercier les premières personnes qui s'expriment dans le chat textuel. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais ce chat, on en ferait une extraction et il sera analysé par la commission particulière du débat public. Les questions qui n'auraient pas été répondues seront versées à la plateforme participative en ligne. Et par ailleurs, en direct, là, il y a un membre de la commission particulière qui fait une petite synthèse de ce chat textuel pour voilà, un temps de restitution, de synthèse, juste après cette intervention donc, de Monsieur Bourdon, de Réseau de transport d'électricité, RTE. Je vous en prie, Monsieur Bourdon, si vous voulez activer votre micro, votre caméra, et je passe vos slides. Oui, bonsoir à tous. Donc Bertrand Bourdon, je suis responsable de projet à RTE. Donc l'idée ce soir, c'est de vous présenter un peu les éléments d'un raccordement et puis les évolutions à venir potentielles du réseau de transport au vu des productions à venir. Donc cette slide-là, vous l'avez déjà vu sur la partie parc. Donc non, on va y revenir quand même. L'activité de RTE, elle commence avec le poste de raccordement en mer, ce qui est sur la slide, le hub de raccordement. Il intègre donc cette partie, une liaison sous-marine avec une certaine technologie, une zone d'atterrage particulière, on y reviendra, une liaison terrestre et un poste de raccordement à terre. Pour ces raccordements, compte tenu des puissances et voire des distances attendues, RTE fait le choix du courant continu pour réaliser ces raccordements, alors que le réseau habituellement est géré en alternatif. Juste sur la slide d'après, je vous donne quelques différences entre le courant continu et le courant alternatif. Donc le courant continu nous permet de transporter de plus fortes puissances avec moins de liaisons, je dirais. Une liaison en courant continu, ce sont deux câbles, généralement pour du 320 kV, alors qu'une liaison en alternatif, c'est trois câbles, même s'ils sont proches l'un de l'autre. Et surtout, les capacités de ces câbles sont différentes, puisqu'une liaison en courant continu va nous permettre de transporter 1,2 jusqu'à 2 gigawatts sur des diamètres un petit peu supérieurs, là où pour 1 gigawatt, on aurait besoin de 4 liaisons en alternatif. Donc c'est pour ça que, notamment, RTE fait le choix de ce courant continu pour raccorder ses futurs parcs. Si on va sur la slide suivante, donc le raccordement, il est composé en mer d'une station de conversion avec donc une plateforme en mer. Ça a été évoqué, elle sera posée avec un maximum de 100 mètres de bathymétrie jusqu'à un horizon 2040. Pourquoi 2040? C'est parce que d'ici là, les câbliers ne sont pas en capacité de nous fournir ce qu'on appelle des câbles dynamiques, c'est-à-dire des câbles qui seraient accrochés à une plateforme flottante et qui seraient capables de supporter les mouvements incessants de la plateforme en mer. Vu les diamètres attendus de ces câbles, aujourd'hui, les câbles n'existent pas. Et encore une fois, les câbliers nous annoncent cette évolution technologique à l'horizon 2040. Néanmoins, 100 mètres de bathymétrie, ça nous amène assez loin des côtes. Et en plus, on peut positionner ce qu'on appelle les éoliennes de tête. Donc, ce seront les éoliennes les plus proches de la plateforme en mer, à environ 20 km de la plateforme en mer, ce qui laisse encore de la distance par rapport au parc. Si on vient sur la slide suivante, donc une liaison sous-marine en courant continu, elle est composée de deux câbles en 320 kV en courant continu ou de 3 câbles en 525 kV. Les câbles sont ensouillés, c'est-à-dire il y a une tranchée qui est faite dans le sol d'environ 70 cm à 1 mètre dans lesquels les câbles sont positionnés, ou lorsque le sol est trop dur, les câbles sont enrochés. Tout ça pour protéger en fait le câble, mais aussi pour préserver les usages qu'il y avait à la verticale de ces ouvrages. Donc, s'il y avait de la pêche à la verticale de ces ouvrages, de nos câbles, une fois les travaux réalisés,
les usages, donc la pêche par exemple, peut se poursuivre, elle peut recommencer à la verticale de nos liaisons. Si on va sur la partie, on se rapproche de la partie terrestre avec l'atterrage. L'atterrage est effectivement une zone très particulière à trouver puisqu'elle doit répondre bien sûr à des critères techniques, mais aussi à des critères d'environnement et contextuels. Donc là, vous avez la photo de ce qu'on appelle un passage en tranchée ouverte. C'est l'exemple qui a été utilisé pour le parc de Saint-Nazaire. Donc la tranchée ouverte, on fait des pales planches sur la plage, on vient tirer les câbles et ensuite tout est remis en état. Donc vous avez la photo avant et après travaux sur la plage de Saint-Nazaire. Autre technologie qui est utilisée sur la slide suivante, donc c'est la technologie du forage dirigé. Donc là, on va faire un mini-tunnel sous la dune ou sous la falaise. Vous avez sur la photo à droite, c'est le forage dirigé qui est actuellement en cours pour réaliser la liaison France-Irlande, donc Celtic Interconnector, qui est en cours de réalisation. Donc cette technique du forage dirigé nous permet de franchir des ouvrages très particuliers. Et notamment, par exemple, en Bretagne Sud, ça va nous permettre de passer sous une dune existante. Donc, on ne va pas du tout ouvrir la dune, on va passer sous la dune. Je reviens juste, j'ai vu un chat, dans le chat passer, les forages dirigés, ils sont entre 5 et 10 mètres de profondeur. Ils ne sont pas du tout à 1,50 m de profondeur, comme j'ai pu le lire dans le chat. C'est la tranchée de base qui est à 1,50 m de profondeur. Mais on pourra y revenir plus tard. Donc, une fois notre atterrage réalisé, donc on positionne des câbles souterrains, donc qui, eux, sont positionnés cette fois-ci à 1,50 m de profondeur dans des tranchées qui sont réalisées. On passe soit en plein champ, soit sous voirie, sous route, donc, et une fois que ces travaux sont réalisés, là aussi, s'il y avait une exploitation agricole, ben, elle le perdure après les travaux, et s'il y avait une route, ça redevient une route après les travaux également. À noter, côté terrestre, on est obligé de faire environ tous les kilomètres ce qu'on appelle des chambres de jonction, c'est-à-dire des endroits où on va venir rabouter nos bouts de câbles. Et là aussi, ces chambres de jonction sont à 1,50 m de profondeur. En mer, on n'a pas ces chambres de jonction puisqu'on arrive à avoir des linéaires de câbles beaucoup plus longs, de plusieurs dizaines de kilomètres. Une fois notre liaison réalisée, eh bien, il faut se raccorder au réseau public de transport. Donc là, on va chercher à se raccorder à du réseau 400 000 volts, c'est-à-dire le niveau de tension le plus élevé qu'on exploite en France. Donc, on a en mer converti le courant alternatif produit par les éoliennes en courant continu pour le transporter. À terre, on va faire l'inverse, on va transformer ce courant continu en courant alternatif par le biais d'une station de conversion. On essaiera, selon le contexte, de positionner cette station de conversion au plus proche du réseau 400 000 volts existant. Et cette station de conversion nécessite une emprise de 4 à 6 hectares. Si on arrive à se raccorder au plus proche d'un poste 400 existant, bien sûr, il y aura moins d'emprise terrestre. Si on devait créer un nouveau poste, il faudrait à nouveau 4 à 6 hectares pour créer le binôme station de conversion poste 400 kV. Donc justement, notre réseau sur la façade Namo côté Bretagne et Pays de Loire. Donc ici, vous avez en rouge le réseau 400 000 volts, c'est-à-dire le niveau de tension, encore une fois, le plus élevé qu'exploite RTE en France, et en vert, le réseau 225 000 volts, qui est le niveau juste inférieur. On a sur la partie Bretagne trois postes électriques existants, donc Plaine Haute, qui est au sud de Saint-Brieuc, La Martyre, et Calan, qui est au nord de Lorient. Donc, vous voyez sur cette carte que le réseau 400 000 volts en Bretagne n'est pas bouclé. Hein, il n'y a pas de lien entre Plaine Haute et La Martyre. Voilà, sur cette partie bretonne, il y a l'équivalent côté Pays de Loire. Donc là, finalement, le seul poste qui est proche de la côte, c'est le poste de Cordemais, côté de Saint-Nazaire.
Les postes de Granzé et d'Ytré sont, eux, beaucoup plus éloignés de la côte, puisque notamment d'Ytré est à près de 150 km du littoral, donc ce ne sont pas forcément des endroits sur lesquels on va aller se raccorder en priorité. Alors que Cordemais, au contraire, je dirais qu'il y a un port qui est aujourd'hui dans une phase de décarbonation est plutôt à même d'accueillir plus rapidement de la production. Alors, pour arriver et pour planifier ces besoins de réseau, ces évolutions futures attendues du réseau, RTE produit tous les 6 ans ce qu'on appelle un schéma décennal de développement du réseau qui doit être, qui est produit et qui va être soumis à concertation. Il devait être fin février, ça sera dans les tout prochains jours, début mars, que ce SDDR, donc ce schéma décennal de développement du réseau, sera soumis notamment à la CNDP. Donc ce schéma décennal, il nous donne une vision et une trajectoire à long terme. Ce n'est pas une liste de projets tout faits, ce sont des enveloppes d'infrastructures à réaliser à l'horizon 2040 avec une stratégie d'ensemble, puisque si on touche quelque chose en Bretagne, ça a des effets, bien sûr, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, c'est une vision qui est donnée à travers ce schéma décennal qui prend en compte un certain nombre d'hypothèses de base. Et pour vous dire, un SDDR, c'est à peu près 1 an de travail. Donc, les hypothèses qui ont été prises en compte pour le schéma qui sort en 2024 datent du premier trimestre 2023. Donc, ce schéma prend un certain nombre d'éléments en compte. On va pouvoir voir ça sur la slide suivante, notamment en termes de consommation, pour se positionner par rapport au futur énergétique 2050 et prendre en compte la sortie accélérée des énergies fossiles. Il prend en compte la prolongation de réacteurs nucléaires, mais aussi la construction de nouveaux nucléaires, l'accélération forte du renouvelable et notamment de la partie éolien en mer et photovoltaïque, et puis également les nouveaux moyens de flexibilité, notamment sur, par exemple, des véhicules, dans la charge des véhicules pourrait être inversée, ou au besoin des outils de stockage de l'électricité, puisque vous savez qu'à ce stade, les capacités de stockage, hormis l'hydraulique, n'est pas très développé techniquement. Donc, dans ce SDDR, l'idée, c'est bien quand on se fixe par rapport à ce projet, au projet de développement des nouvelles fermes, des nouveaux parcs offshore, mais il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été prises en compte sur des capacités de puissance installées au large des côtes et les capacités de raccordement derrière. Et avec des zones plus favorables, on va dire, que d'autres à l'accueil d'un éolien rapide, sachant que si demain on devait vraiment redévelopper du réseau 400 000 volts ou 225 000 volts, ce sont des projets qui prennent une dizaine d'années entre leur décision, la concertation et leur mise en œuvre. En tout état de cause, le schéma décennal ne remet pas en cause le programme de raccordement, il va juste donner des critères d'interclassement par rapport aux besoins de développement du réseau. Donc, RTE a contribué dans le DMO et va mettre à disposition là aussi les jours à venir ce qu'on appelle le RDPD, donc le rapport à destination du public, qui couvre sur les parties terrestres du raccordement. Il fait une photo de ces parties terrestres en présentant la situation du territoire, ses usages, sa géographie, les grands milieux qui le composent, sa biodiversité, son patrimoine, ses risques naturels et technologiques, et prend en compte, comme Madame Trulla l'a dit tout à l'heure, sur les autres critères d'environnement, l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir positionner et installer au mieux un raccordement électrique. Donc cet exercice, nous l'avons fait, nous n'avons pas les façades non plus avec les zones propices en mer, donc on le fait nous en nous appuyant sur le réseau 400 000 volts existant sur lesquels on va venir chercher à se raccorder en priorité. Donc on a défini 3 zones pour la façade NAMO, donc vous voyez la zone A ici. Et tout à l'heure, je vous parlais de la difficulté de zones d'atterrage qui sont très particulières. Par exemple, sur les côtes de cette zone-là, aujourd'hui, on a une dizaine de zones d'atterrage
possible techniquement, hormis tout autre critère. Donc, vous voyez que ce sont des endroits difficiles à trouver et sur lesquels qui sont en capacité d'accepter une zone d'atterrage. Donc, cette zone A, la zone B, voilà. Donc, la zone B part de Quiberon jusqu'à Alors, je m'excuse pour Monsieur Bourdon qui a un petit problème, à mon avis, de connexion Internet. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre de RTE veut prendre le relais pour présenter cette zone B qui s'affiche sous vos yeux. Monsieur Bourdon devrait revenir d'ici quelques minutes. Je pense par exemple à Monsieur Serre ou je sais pas Oui, si je vais essayer de prendre la main. Effectivement, cette zone B, elle permet d'aller chercher le poste de Calan, le poste 400 000 volts de Calan, mais aussi un peu à l'est et à l'ouest, la ligne 400 000 au cas où un raccordement sur Calan ne serait pas possible, qui permet d'avoir plusieurs sites possibles de raccordement sur le réseau 400 000 volts. Merci Étienne d'avoir pris le relais. J'ai une petite coupure de connexion. Donc la zone B vous a été présentée donc avec le réseau 400 000 volts qui longe toute la zone. Et enfin la zone C avec le point rouge et le réseau 400 qui couvre la zone de Saint-Nazaire et le poste de Cordemais existant qui est pour pouvoir accueillir des raccordements, ce qu'on appelle Bretagne Sud, voire qui mord un peu sur la partie morbihannaise. Donc l'ensemble de ces éléments et de ces RPDP sont mis très très prochainement à disposition du public. Voilà pour ma part et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Questions qui sont nombreuses hein, dans le chat textuel sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés. Donc, on va prendre le temps de faire un petit retour justement sur ce chat textuel. Je vais me tourner vers Pascal Brera, qui est membre de la commission particulière du débat public. Puis, nous pourrons prendre allez, un tour de parole assez concis, je vous le dis, hein, de réaction en plénière, car très rapidement, on aimerait vous faire échanger en sous-groupe pour tout simplement que vous ayez plus de temps d'approfondir les sujets. Et donc, on va se diviser en deux. On va se séparer en deux groupes. Pascal, je vous donne la parole. Alors, des échanges très riches déjà sur le chat textuel. Moi, c'est pour ça que j'adore cette fonctionnalité. Oui, bonsoir à tout le monde. Effectivement, il y a pas mal d'échanges qui touchent plusieurs thèmes. Il y en a toute une série qui concerne la compétitivité de l'éolien et son opportunité, avec des arguments sur le coût, sur le fait que l'éolien en mer n'est peut-être pas une solution pour décarboner ou pour économiser des énergies fossiles. Beaucoup de questions sur comment les coûts sont calculés et est-ce que les coûts de raccordement sont bien intégrés sur le coût de production d'un mégawattheure éolien en mer. Des interrogations multiples sur les distances, les longueurs et les choix techniques, notamment entre courant continu et en courant alternatif, et des propositions, des arguments disant qu'il convient d'attendre pour qu'on puisse installer les éoliennes plus loin du trait de côte. Toute une série de questions purement environnementales, je dirais, sur les tracés des raccordements, sur les champs électriques dégagés par les câbles de raccordement, et beaucoup sur le respect des sites et les risques de saccage, de destruction ou de détérioration de sites, aussi bien sur le littoral qu'à terre, au travers de zones humides rétro-littorales, par exemple. Donc on a toute une série de questions sur ces thèmes. Un certain nombre ont reçu déjà une réponse, les autres viendront, et si elles ne viennent pas au cours de ce web binaire, on les donnera par la suite à la CPDP, elles sont mises en ligne. Et puis une question sur la durée du débat du fait des difficultés liées à la mise à disposition tardive des cartographies pour NAMO. Il est posé la question, elle a déjà été posée auparavant, si le débat pouvait être prolongé. Ce n'est pas possible parce que la loi fixe le délai maximal de délai à 6 mois et le délai la mer en débat est de 6 mois. Voilà pour l'essentiel des thèmes qui sont débattus. Beaucoup de questions économiques quand même. Et vous l'avez rappelé, Pascal, il y a des personnes qui représentent la maîtrise d'ouvrage, donc que ce soit l'État, les services de l'État ou RTE, qui peuvent vous donner des réponses
des réponses dans le chat textuel. Mais bon, on est en direct, donc c'est pas forcément complet. Donc l'idée, c'est aussi que vous puissiez compléter ces réponses a posteriori dans la Exactement. plateforme participative en ligne. Je vais donner la parole du coup aux 2 personnes qui ont levé la main, donc monsieur Moulinier et madame No. Donc monsieur Moulinier, si vous voulez activer votre micro, votre caméra, et je vous en prie. Oui, bonjour, merci. Oui, en fait, j'ai posé la question dans le chat au cas où je n'ai pas la parole. J'ai une question plutôt technique là, qui est de savoir, compte tenu du fait que l'UE, dans ses documents programmatiques, prévoit l'interconnexion possible de parcs sur le trajet des câbles intercontinentaux, disons inter-États, internes à l'Union. Est-ce qu'il est possible en Bretagne Nord de se connecter au câble Celtic Interconnector et est-ce que c'est prévu? Merci, question technique très précise. Moi, je vous cache pas que je Bon, je ne connais pas les détails techniques et c'est donc une question de la RTE RTE, et mais voilà, RTE, je pense c'est compte tout. tenu du fait que ça serait dans des endroits où la bathymétrie est inférieure à son âge. Je donnerai du coup la parole à monsieur Bourdon, juste après pour peut-être vous donner, un élément de réponse. Madame No, je vous en prie, vous êtes là au nom de l'association, Pied-Bième et donc Oui, merci. Une petite question. Finalement, vous nous dites qu'on ne peut pas prolonger le débat. Est-ce qu'il existe des instances possibles de recours? Voilà, question. Et puis j'en ai une seconde sur les préoccupations, je dirais, environnementales de RTE lorsqu'il il prévoit son atterrage. Sur A05, on a constaté je dirais, une zone d'atterrage totalement irrespectueuse envers le patrimoine archéologique et culturel breton est susceptible d'engendrer des dommages irréversibles sur un site mégalithique unique et en voie de classement. Alors, effectivement, il est question de forage profond, mais pas si profond que ça. Donc, comment dirais-je, et les questions d'archéologie préventive, mais je dirais que le fait de juste d'informer les opérateurs des travaux nous a semblé être très, très léger. Donc, en fait, ma question était comment, je dirais, concrétisez-vous ces préoccupations environnementales et est-ce que sur ce tracé, ce qui nous a semblé aussi particulièrement oui aussi choquant, c'est qu'il y avait des solutions alternatives le long de la voie ferrée et elles ont été écartées, je dirais, pour des questions. Il nous a semblé de confort de ces grandes entreprises publiques. Voilà, merci. Merci madame No, pour vos questions. Une des questions, plutôt adressées à RTE et une première question, à laquelle, la commission particulière du débat public et Karine Bess, répondra peut-être. Monsieur Guillot, je vous donne, cette dernière prise de parole. Ça va être extrêmement rapide. Merci Nicolas Gasby. Je souhaite simplement intervenir, mais très rapidement, auprès de Monsieur Pascal Brera de la CPDP. Oui. J'ai bien revu ce qui est indiqué précisément depuis des mois et des semaines sur votre site de la CNDP. Le débat se tient du 20 novembre 2023 au 26 avril 2024. Soit 5 mois. Vous nous dites que la durée du débat doit durer 6 mois. Donc, est-ce qu'on peut demander à ce que le débat public organisé par la CNDP soit prolongé d'1 mois? Il allait chercher Pour que ça fasse bien 6 mois et non pas 5 mois. Merci monsieur Guillot. Je propose justement à Karine Bess de la commission particulière du débat public, déléguée régionale de la CNDP, de vous répondre et après on vient sur les questions, plus de fond qui étaient adressées, notamment à RTE. Karine, je vous en prie. Oui, effectivement, donc c'est des remarques qu'on a depuis un petit moment hein, sur le fait que finalement les études complémentaires dont a parlé Sylvie Troula, donc la DREAL ce soir, les études complémentaires qui ont l'air très intéressantes vont arriver là début mars. Les propositions finalement de RTE sur les zones d'études telles que ça nous a été brièvement présenté ce soir vont arriver effectivement début mars aussi. Donc c'est quand même ça, c'est des données complémentaires importantes.
Également, bon, les quatre propositions sur Namon qui ne sont pas là par rapport aux autres interfaçades, d'autres façades, ce qui pose la question, hein, mais moi je relaye les questions de public, de l'égalité finalement des publics entre les façades, etc., puisque les façades n'ont pas eu les mêmes données. Ou les mêmes éléments pour réfléchir. Donc voilà, c'est sûr que c'est une question, nous, qu'on relaye, en fait, hein, CNDP, on ne peut que la relayer. Effectivement, il y a cette limitation de 6 mois, donc effectivement, là, le débat n'est pas à 6 mois, et la limitation du 26 avril, hein, c'est pour rentrer aussi dans le calendrier imposé par l'État, sur le fait qu'après, donc il y a des décisions qui vont être prises et il y a diverses, voilà, donc l'État a demandé aussi à la CNDP que le débat, voilà, en tout cas la CNDP essaye aussi de permettre à l'État de poursuivre ses travaux et ses décisions, notamment la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit être travaillée et décidée. Donc il faut que le débat se termine avant. Voilà, donc nous on essaie de rentrer dans un calendrier de débat et dans le calendrier des différents sujets et des différentes politiques publiques à discuter et décider. Mais effectivement, voilà, nous, côté CNDP, ça nous interroge et on prend bien en tout cas l'interrogation des publics sur, en un mois finalement, avec ces nouvelles données, est-ce qu'on va pouvoir réellement, est-ce que le public va avoir le loisir de les analyser, et sachant que voilà, nous, les 6e finalement de notre débat local, hein, avec les 6 escales, il ne nous reste plus qu'une escale lorientaise, donc est passée. Donc effectivement, la question reste ouverte, et nous en tout cas on la transmet à l'État, et puis si on a des réponses ce soir, on est preneur, donc Madame Trula ou autre, hein, enfin voilà, si vous avez des réponses à apporter là-dessus, on est tout à fait preneur. Merci. Bon, merci Karine. Merci, Karine. On posera la Alors, question exactement à votre Monsieur Guillaume, président. je vous redonnerai après si vous d'ailleurs le souhaitez la parole. D'ailleurs, dans les sous-groupes, hein, ça peut être des sujets que vous abordez, hein, la question de l'organisation même du débat public, de son impact sur la décision, etc. Je me tourne vers Monsieur Bourdon. Il y a eu des questions un peu techniques, une première vraiment très précise sur Bretagne Nord, le raccordement à un câble sous-marin. Est-ce que vous avez des infos d'ores et déjà que vous pouvez nous donner? Puis Oui, sur les autres questions également, évidemment. sur la partie raccordement Bretagne du Nord, c'est moi qui vais répondre. Donc Étienne Serre, je Ça, suis RTE national. eh ben, Monsieur Serran vous fait monter aussi dans les webcams et je vous en prie à tous les deux. Il n'y a pas de souci, ça va aller assez vite. On voit effectivement émerger de plus en plus de projets qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire une interconnexion avec un raccordement sur d'un parc éolien au passage. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit prévu dès le départ, parce que ce sont des raccordements en courant continu et les 3 stations de conversion doivent avoir été achetées en même temps avec des contrôles commandes communs et des dialogues entre les 3. Donc, le projet sceptique est parti bien avant le débat public actuel, puisqu'il est actuellement en construction. Donc, malheureusement, c'est trop tard pour pouvoir raccorder un parc sur cette liaison. Néanmoins, on a d'autres projets de raccordement, on en parlera peut-être, un projet de raccordement entre la Gironde et la Loire-Atlantique, qui peut raccorder des parcs si, effectivement, c'est prévu dès le départ. Monsieur Bourdon? Oui, puis un petit complément par rapport à ce que dit Étienne Serre. Donc la liaison Celtic Interconnector, elle est entre guillemets que de 700 MW. Donc s'il fallait ajouter un parc là-dessus d'1 gigawatt, aujourd'hui n'est pas en capacité de le faire. Bon, je ne vais pas refaire le débat sur le raccordement de Bretagne Sud. Il y a eu un débat public, il y a eu de la concertation qui a arrêté une aire d'étude, de la concertation qui a amené un fuseau de moindre impact qui est aujourd'hui étudié, qui va être soumis à enquête publique fin d'année 2024. Oui, c'est ça, 24. Concernant le projet d'inscription UNESCO, on a discuté avec Paysage de Mégalithes et la DRAC, et la solution qui a été trouvée convient à ces deux entités, et on ne va pas faire n'importe quoi. Il y a des mesures de prescription archéologique préventives qui seront menées à proximité des alignements de mégalithes. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne fait rien, c'est absolument pas vrai. On est soumis à beaucoup d'autorisations sur des projets de ce type-là, et la prescription archéologique en est un.
Donc voilà, c'était juste ce point-là. Et puis le tire-bouchon, on l'a étudié aussi en long, en large et en travers avec la SNCF, avec SNCF Réseau. Il est apparu qu'il n'y avait pas que des questions de calendrier par rapport à la faisabilité technique. On a deux outils industriels, une voie ferrée et une liaison électrique de forte puissance. Et voilà, il faut aussi que ces deux entités fonctionnent correctement l'une par rapport à l'autre. Donc, ces sujets-là ont été vus lors du débat public et à l'issue, pendant la concertation, ce qu'on appelle la concertation que RTE se doit de mener lorsqu'un projet est décidé, comme tous les autres projets de raccordement viendront se faire. Donc, il y aura sous l'égide du préfet qui sera nommé, une concertation qui sera faite avec les parties prenantes, une enquête publique à destination du public qui regardera l'ensemble des enjeux environnementaux, archéo et autres zones humides, ça a été évoqué, qui concerneront le projet et sa mise en œuvre. Merci Monsieur Bourdon. J'avais vu Madame Trula lever la main. Je ne sais pas si c'était peut-être pour donner des éléments de réponse sur cette durée du débat public Alors, avant. sur la durée du débat public, je pense que le sujet, il relève plutôt de l'échange entre la CNDP et les trois ministères et RTE qui sont les demandeurs de ce débat public. Je n'avais pas d'éléments sur ce volet-là. Je pense que voilà, ça fera l'objet de discussions ultérieures. Par contre, je voulais réagir aussi sur le sujet du raccordement du projet de Bretagne Sud pour dire que la concertation qui a été menée par RTE sous l'égide de Monsieur le préfet du Morbihan et de la direction régionale des affaires culturelles avait été aussi présentée en fait aux experts de l'UNESCO en octobre 2022 qui ont salué en fait la qualité du processus de concertation et qui n'ont pas jugé le projet en fait de parc et de raccordement comme susceptible de remettre en question le projet d'inscription et le portage par la France du dossier d'inscription des mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan au patrimoine mondial. Donc, ça a été discuté interne à l'État, mais aussi avec les experts de l'UNESCO. Il semblait important de le souligner. Merci. Je rappelais juste que Lucie Trula représente en fait l'État aujourd'hui. Hein, voilà. C'est pour ça que je me permettais de vous interpeller, Madame Trula, non, pour mais la réponse. Hein, parce que non, mais les comme on n'a pas ministères eu, ne sont pas là ce soir, donc voilà, c'est pour ça que… Mais comme on n'a pas eu de sollicitation officielle sur ce sujet-là et que ça n'a pas été discuté entre nos instances, il n'y a pas de réponse à apporter à ce stade. Voilà. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre donc une personne dont le pseudonyme est Guéniche et puis Alain, de prendre vos interventions. Monsieur Sartori, si vous me permettez, pour qu'on puisse passer aux échanges en sous-groupe qui seront exactement sur le même format. On va se séparer en deux et comme d'autres personnes de Pied-Vienne sont intervenues, je vous donnerai peut-être la parole au moment de la restitution finalement des sous-groupes et de l'approfondissement. On a encore beaucoup de temps d'échange, mais le temps file un peu et je suis garant de ce temps. Donc, la personne qui s'appelle Madame ou Monsieur Guéniche, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, bonjour. En fait, je suis un citoyen. J'ai beaucoup participé au débat public concernant les parcs éoliens en mer flottants et j'étais assez assidu. Alors, première remarque, j'ai été absolument stupéfait de la différence entre les attendus, les conclusions du débat public des citoyens et la conclusion de l'État et du maître d'œuvre RTE, qui était totalement à l'opposé de ce qu'avaient dit les citoyens, en particulier concernant l'éloignement des parcs éoliens. À ce sujet, c'est pour ça que je fais cette intervention, il y a une opacité récurrente et systématique sur le coût de l'éloignement. Et finalement, c'est la question la plus importante. Les citoyens, ils veulent savoir combien ça va coûter plus cher pour mettre les parcs éoliens plus loin. Et là, finalement, on a un moyen de décider en disant oui, c'est vrai, c'est trop cher, donc on ne les fait pas trop loin, ou ben non, c'est pas si cher que ça, et on peut accepter de payer 5 ou 10% plus cher le mégawattheure pour pouvoir ne plus voir les éoliennes, en tout cas qu'elles soient très discrètes. Et là, je trouve que les objectifs du débat public, alors malgré la qualité de ceux qui l'organisent, on passe totalement à côté parce qu'on ne donne pas aux citoyens
les moyens de décider en connaissance de cause. Voilà, c'était un peu mon intervention. Moi, je suis désolé de voir que RTE reste très, très discret sur la question et je ne sais pas pourquoi il ne dévoile pas des chiffres très clairs en toute transparence sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. Voilà Merci mon beaucoup. intervention. Une intervention sur la question de l'accès à l'information pour se positionner dans un débat public. Enfin, je donne la parole à Alain. Alain, je vous en prie, si vous voulez allumer votre micro. Et après, on passera en sous-groupe pour prolonger et continuer les discussions, évidemment. Alors Alain, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous pouvez vérifier que votre micro fonctionne. Et sinon, bah, je vous propose que vous posiez, pareil, comme Monsieur Sartori, votre question pendant la phase où on reviendra tous ensemble ou pendant les sous-groupes. Le débat continue, hein, on est encore ensemble pendant 1h15 au minimum, donc on a encore du temps. Alors du coup, je vais proposer à ma collègue de partager justement un sondage. Alors je vais vous réafficher mon PowerPoint. On a décidé finalement de séparer pour le travail en sous-groupe les enjeux qui seraient finalement propres à ce qui se passe en mer et les enjeux qui sont propres à ce qui se passerait à terre. Et donc de partir de ces deux points de vue pour nous partager des questions, des demandes d'informations, et on voit qu'il y en a, mais aussi tout simplement vos critères. Si on doit faire des parcs éoliens en mer, quels sont les critères les plus importants pour vous à retenir? Et donc, ce que je vous propose, c'est de choisir donc entre ces deux thèmes. Voilà, on aimerait bien qu'il y ait une répartition assez équilibrée entre ces deux groupes. Pour prolonger les échanges, dans chacun des deux groupes, il y aura des personnes de RTE et des services de l'État qui seront présents et donc qui pourront, le cas échéant, voilà, répondre à vos interrogations. Mais l'idée, c'est quand même que ce soit vous qui vous exprimiez en priorité et que nous, on prenne note de toutes vos interventions. Voilà, elle s'affiche donc à votre écran. Ce sondage, il s'affiche. Vous choisissez donc, est-ce que vous voulez partir de ce qui se passe finalement à terre, les activités portuaires, le réseau électrique, la biodiversité terrestre aussi, sujet qui est souvent moins abordé, les impacts paysagers, ou est-ce que vous souhaitez partir de ce qui se passe en mer? Voilà. Voilà, normalement, on est à nouveau au complet en plénière. Les deux groupes, mer et terre, se rejoignent. Je vous remercie de vous être prêtés à l'exercice. Bah voilà, j'espère que les échanges ont été nourris, approfondis. Je en profite pour vous dire qu'évidemment, ils peuvent se poursuivre sur la plateforme participative du débat et durant la prochaine réunion publique qui est à Lorient, je crois. Prochain rendez-vous en physique, en présentiel. Je vais me tourner vers le premier groupe qui était axé sur les enjeux à terre. Et c'est Pascal Brera, qui est membre de la commission particulière du débat public, qui a assisté aux échanges, qui va tenter de rapporter. Alors Pascal, on ne peut pas être exhaustif, hein, on ne peut pas dire tout ce qui s'est dit. Est-ce que vous êtes arrivé à dégager 2, 3 grands enjeux sur Ouais, lesquels les je vais participants... essayer. D'abord, je pense que le temps a été largement utilisé à poser des questions et rechercher des réponses, notamment de part de RTE, davantage que sur les critères. Les questionnements ont tourné autour de ce que je pourrais appeler la résilience d'un système de production d'éolien en mer intégré à un réseau de distribution. Alors ça touchait à pas mal de questions, par exemple, est-ce que les réseaux de distribution sont dimensionnés pour transporter le courant produit par l'éolien en mer? Ou bien est-ce qu'on est capable d'assurer un raccordement à travers une zone à risque? Est-ce que ces raccordements sont sensibles ou non à un certain nombre d'éléments climatiques, au changement climatique aussi, etc. Des choses de ce type-là. Et puis la question a été posée de la légitimité des zones de production et de raccordement et de transport à distance entre des zones de production excédentaires et des zones de consommation qui sont plus loin. Donc l'ensemble a tourné autour de ça. On a aussi parlé d'enfouissement de lignes électriques. Et puis quand il s'est agi des critères, c'était assez en relation avec cette partie de débat. Et moi, je retiendrai qu'on a des critères d'ordre environnementaux classiques. Comment est-ce qu'on protège et on prend en compte les mesures littoraux et rétolo-littoraux? Comment est-ce qu'on évite d'abîmer peut-être des zones non anthropisées par les atterrages? Ça, c'est un premier groupe.
Il y a eu un deuxième groupe qui revient sur la légitimité des connexions des zones productrices et des dépendantes comme critère important à prendre en compte. Il y a eu la question de la prise en compte de l'intégration des ouvrages de raccordement, des lignes et des ouvrages divers de transformation. Et puis, on pourrait dire qu'il y a une autre tendance qui est apparue plusieurs fois en question et en critère, c'est comment est-ce qu'on prend en compte les exemples des pays étrangers. Il était notamment question des projets qui peuvent se développer un peu dans le monde de production d'hydrogène qui permettrait éventuellement de se libérer du transport de courant électrique en remplaçant nécessairement pour partie par du transport d'hydrogène. Je pense que j'ai évoqué l'essentiel des points qui ont été discutés, débattus. S'il y en a une autre que j'ai oubliée parce qu'elle est venue tout à fait à la fin, c'est la question de la sensibilité de développement de l'éolien en mer à aux réserves de métaux ou de matériaux qu'on risque de consommer massivement. Voilà. Dernier point, je finis là-dessus. C'est une question qui n'a pas eu une réponse définitive, je pense, pour tout le monde. C'est est-ce que les énergies renouvelables de production massive nécessitent ou non des réseaux de transport plus importants que des unités de production d'énergie pilotables. Voilà l'essentiel de ce que j'ai retenu du questionnaire. Merci beaucoup Pascal. Et si je me trompe pas, normalement, vous avez sûrement vu ce paperboard numérique qu'on utilisait. Celui-ci sera accessible en ligne hein, après la rencontre. Vous pourrez retrouver du coup toute la diversité de ces contributions, y compris les réponses qui ont été données dans chacun des groupes par la maîtrise d'ouvrage. Je vais me tourner vers Lucie Béguin pour le groupe qui abordait plutôt les enjeux du point de vue de la mer. Lucie, je t'en prie Oui, si tu veux tout à fait. partager des éléments saillants des échanges. Merci Nicolas. Je vais me frotter à cet exercice bien compliqué qu'est la synthèse et qui, comme je disais aux membres de ce deuxième groupe, ne sera pas complète vu tout ce qui a été dit. On a eu des échanges très riches. Je retiendrai peut-être quelques critères saillants. Effectivement, un des critères qui a été beaucoup ressorti, c'est cet enjeu autour du prix. Prendre en compte dans l'implantation des parcs et en ce qui concerne notre débat, cette question autour de l'information et de la connaissance disponible sur l'enjeu et le critère prix. Ensuite, il y a un autre critère qui est ressorti, c'est bien évidemment la prise en compte de la biodiversité marine et avifaune. Ce qui a été complété aussi à la fin par cet enjeu de prendre en compte ce qui existe d'ores et déjà sur la mer, enfin dans la mer, dans tout ce qui est les politiques de protection et tout ce qui est d'ores et déjà mis en place par les différents acteurs dans la gestion de la ressource. C'est-à-dire que ce qui existe doit être pris en compte dans les critères d'implantation. On a longtemps aussi discuté des enjeux militaires. Alors sur deux aspects, comment dialoguer avec les enjeux militaires dans les critères d'implantation, comment les prendre en compte, et puis quelle marge de manœuvre, sachant que il y en a peu d'après ce qui est mis au débat. Et puis militaire aussi en termes d'enjeux de sécurité et de sécurisation des parcs. Alors on a parlé de la sécurisation face à des intentions hostiles, mais aussi sécurité environnementale dans le cas de catastrophes naturelles comme des marées noires. On a également, et je vais faire assez vite, mais cette prise en compte du critère un peu prospectif sur les évolutions techniques pour permettre et faciliter ou en tout cas imaginer l'éloignement des parcs possible. Quelle prospective il y a sur la filière, sachant que RTE nous a apporté quelques éléments sur cette question, mais aussi intégrer le critère technique du côté de la filière pêche. On avait aussi une membre du comité des pêches qui nous expliquait que en fonction des possibilités, les navires de pêche ne sont pas tous en capacité de gérer les critères qu'imposent les parcs éoliens ou de s'éloigner aussi
des côtes. Et puis, deux derniers éléments qui ont été largement discutés, c'est cet enjeu d'équilibre des usages, comment prendre en compte les co-usages, les usages qui sont déjà présents sur la mer. Et ça, on a déjà eu, dans nos discussions, on a eu des pistes de solutions sur comment intégrer ces critères, à savoir que ce soit intégré dès les appels d'offres des projets, que le critère prix ne fasse pas plus de poids que les critères qui sont hors prix, et que ça puisse être voilà, pris en compte très en amont dès les phases d'appel d'offres, et donc ainsi permettre des concertations locales fortes avec des marges de manœuvre effectives. Et enfin, l'enjeu de prendre en compte les effets cumulés tant sur les usages, comme on le disait, donc comment mettre en place intégrer un parc éolien s'il y a déjà une forte pression sur les zones. Donc ça passe par les pistes de solutions qu'on a citées précédemment, et aussi comment prendre. En fait, on a eu un moment où il y a eu une discussion sur discuter des critères de l'implantation d'un parc, c'est une chose, mais discuter des critères de l'implantation de différents parcs, c'en est une autre. Et au vu du manque de données et de connaissances sur les projections et scénarios de l'État, ça semble difficile de discuter des critères vis-à-vis de la multiplicité des parcs sur la façade. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible au vu des différents enjeux discutés. Merci beaucoup Lucie, c'était excessivement clair. Donc voilà, j'espère que les participants à ton groupe s'y retrouvent. Hem, on s'était engagé à un horaire de fin à 20h30, donc voilà, c'est probable qu'on dépasse un tout petit peu de quelques minutes. Je vous propose de passer tout de suite à une intervention qui était prévue dans notre déroulé de monsieur Cuef, pour le conseil, la commission permanente du conseil maritime de façade. Je vais retrouver mes mots. Monsieur Cuef, je vous en prie, vous avez 5 minutes pour nous donner votre regard sur ce débat public et puis cette thématique abordée aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. J'ai écouté l'ensemble des débats. Je vais avoir la lourde responsabilité de présenter en 3 ou 4 minutes un travail qui se fait de façon mensuelle autour du préfet maritime et du préfet de région via la commission permanente qui est animée par Claire Hugues pour faire un peu l'état de nos réflexions à ce stade. La première chose, c'est d'une part que nous soutenons évidemment le déploiement de l'éolien, plutôt de l'éolien offshore flottant. Ça, c'est un élément important de notre commission. Nous avons un deuxième aspect qui est très important dans nos discussions, c'est que nous souhaitons mettre au même degré d'importance et de priorité et la pêche, et la biodiversité, et l'éolien offshore. Nous préférons le « et » au « ou », ce qui nous permet de travailler sur ce qu'est la mer, en quelque sorte, c'est-à-dire la multiplicité des espaces, des usages, et ça, nous y tenons énormément. Nous avons une question aussi forte sur la question portuaire. Si déploiement offshore il faut qu'il y ait une stratégie portuaire dédiée. Nous ne pouvons pas avoir des ports qui ne soient pas adaptés ni à la transition future électrique, ni bien sûr à tous les aspects de maintenance et tous les aspects de construction et au final d'autonomie de la France sur le plan énergétique. Enfin, nous nous posons les questions sur la question de l'hydrogène. Nous avons la chance sur nos côtes de pouvoir produire de l'électricité. Est-ce que cette électricité peut faire, oui ou non, l'objet d'un métabolisme hydrogène? Si oui, quel déploiement de l'hydrogène faut-il envisager? Pour quel type d'activité? Pour quel type d'usage? Ça, c'est un élément important dans l'aménagement du territoire. Enfin, sur les questions d'atterrage, nous sommes très sensibles à ces questions d'atterrage. Ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure par RTE, c'est-à-dire autant utiliser les espaces, autant utiliser les infrastructures qui sont existantes aujourd'hui. Il nous faut donc les optimiser, sauf que parfois nous voyons bien, et ça a été très bien montré dans une des cartes, que la production d'électricité, par exemple sur le nord de la Bretagne, ne correspond pas aujourd'hui à ce qui est en termes d'infrastructure d'accueil. Donc ça sera un débat que nous voulons avoir avec RTE sur le plan de l'atterrage et puis de l'aménagement global de la production d'électricité. Enfin, je dirais que sur des questions
qui peuvent être assez sensibles, en tout cas sur nos côtes, le Pays de la Loire et Bretagne, c'est la question de l'atterrage et sa relation avec, en particulier, la loi littorale. Nous ne souhaitons pas trop que l'atterrage puisse mettre en cause la loi littorale, qui est très précieuse, que nous sommes beaucoup battus pour cette loi littorale, et elle a préservé nos espaces. Donc, il faudra trouver les moyens de faire en sorte que cette loi littorale soit préservée. Et nous souhaitons également regarder avec le gouvernement en quoi les infrastructures qui éventuellement seront utilisées par RTE pour l'aménagement éolien soient calculées dans le cadre du ZAN qui nous préoccupe aussi, c'est-à-dire zéro artificialisation nette, qui est notre objectif aussi, mais qu'il va falloir bien réaliser, et il va falloir que ces espaces qui seront pris sur les collectivités puissent être comptabilisés dans la somme prise par l'État pour ces infrastructures. Voilà très rapidement ce que je voulais dire au nom du Conseil maritime de Façade, mais évidemment les débats sont ouverts également chez nous, et je vais me faire fort de relater lors de la prochaine commission ce que j'ai entendu ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle aussi que vous êtes vice-président de la région Bretagne. Je ne l'avais pas fait en introduction. Alors, avant de conclure ce webinaire participatif, peut-être est-ce qu'il y aurait une ou deux dernières demandes d'intervention de votre part, donc en utilisant la fonction lever la main. Je ne vais pas insister hein, pour être transparent avec vous, hein, beaucoup, parce qu'on manque de temps et il est déjà 20h30, mais on ne voudrait pas non plus que quelqu'un ressorte frustré de ce webinaire participatif. Je pense que les échanges en sous-groupe ont été vraiment riches et que vous avez eu l'occasion de prendre la parole à plusieurs reprises, mais voilà, s'il reste une ou deux mains levées, pour le moment, je n'en vois pas, n'hésitez pas. Et sinon, je passerai la parole à Karine pour conclure ce webinaire. Alors, Monsieur Sartori, alors, en plus, vous avez demandé de ne pas intervenir avant les sous-groupes, donc là, ça me semble normal de vous laisser la parole. Monsieur Sartori, je vous en prie, pour une dernière intervention dans ce webinaire participatif. Et vous pouvez réactiver votre micro en bas à gauche de votre fenêtre Zoom. Oui, sur l'hydrogène, il y a une nouvelle d'aujourd'hui qui est assez importante, qui est qu'un parc éolien qui était Dogger Bank, dont un quart du parc devait être consacré à la production d'hydrogène, eh bien, ils ont décidé de renoncer parce que ça n'est vraiment absolument pas rentable de produire de l'hydrogène en mer. Et voilà. Sur un des thèmes de ce webinaire, qui était quand même l'atterrage, je voulais rappeler la position d'un des juristes les plus éminents, qui est M. Laurent Bordereau, et spécialiste du droit, qui nous dit que l'autorisation d'occupation du domaine public est refusée si les canalisations de leur jonction sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Le choix du site de raccordement n'est donc pas qu'une affaire technique, il n'est pas insusceptible de recours. Donc voilà, c'est un avertissement que nous donnons, et nous redisons que pour nous, un atterrage en plein milieu du champ de menhir d'Erdeven, c'est quand même une forme de profanation, et que des associations importantes et anciennes de protection des sites ne sont absolument pas d'accord avec ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sartori. Donc des critères culturaux paysagers, je ne sais pas si le terme serait bon. Merci beaucoup pour votre intervention. Je donne la parole à Alain. Alain, votre micro ne marchait pas juste avant les sous-groupes. J'espère que c'est réparé. Et Alain, je vous en prie, vous serez, je vous les annonce, la dernière intervention de ce webinaire participatif. Je ferai seulement un petit rappel. En 1930 à peu près, les plus gros trains consommaient 125 kW. Les groupes de production étaient de 12 MW, un rapport de 100. Dans les années 70, on a vu les TGV arriver avec grosso modo 14 MW de consommation, et Cordemais, par exemple, faisait 1400 MW. Les groupes faisaient 1400 MW.
Il y a quelques années, les TGV ont augmenté en puissance, sont arrivés à peu près à 17 mégawatts, et les groupes, comme celui de Flamanville, 1650 mégawatts. Et on prévoit des TGV avec un peu plus de puissance, et les groupes de production des futures centrales nucléaires seront encore plus puissants. C'est ce qu'on appelle la stabilité du réseau. On est obligé de produire avec des groupes très puissants pour garantir une stabilité de réseau. Alors, les éoliennes vont à l'encontre de ce principe même de base de gestion des réseaux électriques. De plus, les éoliennes, quand il fait froid, je l'ai dit tout à l'heure, quand il fait froid, c'est de la haute pression, c'est de l'air stable, elles ne produisent pas. Les éoliennes, il y a quelques années, fournissaient 10% de leur puissance l'hiver. Alors, avoir du courant quand on n'en a pas besoin, on pourrait se passer des éoliennes. Les éoliennes peuvent servir à d'autres choses et placer à d'autres endroits. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir partagé votre point de vue sur l'éolien et l'éolien en mer. Alors, dernière main levée, allez, je donne la parole à Bertrand Bourdon de RTE. Il a écouté vos interventions, il a, je suppose, dans le groupe auquel il participait, répondu peut-être à des questions. Monsieur Bourdon, si vous souhaitez une dernière intervention avant que, cette fois-ci, je passe vraiment la parole à Karine Besse pour conclure ce webinaire. Ouais, juste, je regrette qu'on se parle. Souvent, ça a été l'objet de remettre en cause le débat public qui s'est tenu sur Bretagne Sud. Donc, Piebem, en général, est revenu en permanence sur ce projet qui a fait l'objet d'un débat public, qui a fait l'objet de discussions, qui a fait l'objet de concertations. Et puis, à rappeler que l'atterrage ne se fait pas au milieu des mégalithes. Il se fait sur un parking sur la plage de Quérillo. Et il n'y a pas de mégalithes dans la zone de réalisation de l'atterrage. Voilà, bonne soirée. Merci, Monsieur Bourdon. Madame Besse, je vous passe la parole pour la conclusion de ce webinaire participatif qui n'était pas le dernier, qui était l'avant-dernier. Donc peut-être qu'on pourra parler des prochains rendez-vous et je vous affiche les slides conclusives. Oui, alors sans prendre beaucoup plus de temps, merci à tous pour cette soirée. Donc encore une fois, beaucoup de sujets ont été abordés, hein, et donc effectivement, ça a quand même permis de nombreux échanges. Merci à tous les intervenants, à Monsieur QF, à Madame, voilà, à toutes les personnes qui sont intervenues, à RTE aussi qui a préparé ces interventions et qui a donné un certain nombre de réponses qui seront à poursuivre, hein, de toute manière sur les réseaux et dans les prochaines rencontres. Et donc voilà, nous on vous invite vraiment le 13 mars, là on va être sur Bretagne Sud, hein, le 13 mars, le 15 mars plutôt à Rennes, le 19 mars donc on sera à Lorient, le 21 mars également à Lorient avec des visites, hein, le 13 mars donc à Vannes. Ensuite, vous pouvez continuer. Ah, il manque quelques dates. Il y a une réunion publique aussi qui sera à Lorient. Donc le 19 mars. Voilà, ah oui, donc pardon, oui, c'est là-dessus. Donc effectivement, voilà, rendez-vous à ces prochains événements. Ne pas oublier le prochain webinaire qui sera donc principalement sur la pêche. Oui. Et donc voilà, moi je remercie vraiment tout le monde et puis tous les animateurs et les intervenants. N'oubliez pas, voilà, de continuer avec nous sur le débat. Et encore merci pour ces échanges et pour la liberté de parole de chacun. Merci, au revoir.